Quand vous vous rendez compte que les réponses, elles sont pas dans le champ des solutions que vous êtes accordées jusque-là, c'est que généralement vous avez une posture oui mais sur ce sujet en tout cas. Un conseil que je peux donner déjà, c'est de changer son langage petit à petit. C'est de bannir le mot mais. Quand je dis bannir, c'est un grand mot, mais d'essayer de dire un oui et plutôt que oui mais. Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Bouchra. Hello. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé le mindset oui mais. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, parmi les personnes qui viennent demander un coaching chez nous, il y en a certains qu'on a refusé justement parce qu'ils avaient le mindset oui mais. Parce qu'on estime justement qu'ils ne sont pas aujourd'hui prêts à être accompagnés. Et ce qu'on appelle justement le mindset oui mais, c'est quelqu'un à qui, à chaque fois que tu proposes une solution ou que tu cherches à aider à avancer, en fait, trouvera toujours les objections et les raisons pour lesquelles ce n'est pas faisable. Effectivement, c'est très frustrant en fait cet état d'esprit-là, surtout chez un entrepreneur ou chez des personnes qui veulent aider ces entrepreneurs parce que il y a toujours une bonne raison à ne pas faire les choses. Je me demandais en fait, est-ce que ça les aide en fait ces personnes-là, ce côté oui mais. Du coup, j'ai noté quelques points pour et quelques points contre, justement pour leur avancement en tant qu'entrepreneur. Bien entendu, j'ai pas réfléchi dans leur vie quotidienne, etc. perso. Ça, c'est pas de l'accompagnement personnel que l'on fait, c'est de l'accompagnement pour entrepreneurs et donc je l'ai abordé sous l'angle entrepreneur. Est-ce que tu préfères commencer par les contre ou par les pour? On va commencer par les pour. Allez, est-ce que tu as quelques idées? Les raisons pour lesquelles Ouais, ce serait bien de c'est faire bien du oui pour mais. eux. Ça peut éviter des risques peut-être. Exactement. En fait, ils sont très prudents. Ils sont prudents dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils se lancent, et donc ils vont identifier les risques avant même de se lancer. Ça minimise les pertes. Effectivement, vu qu'il y a peu d'actions, il y a peu de chances de perdre. Exactement, tout à fait. Donc ils vont faire cette analyse approfondie. Ils vont avoir aussi leur communication, leur marketing, tout ça, ça va être posé, ça va être réfléchi. Là, pour le coup, je sais pas si c'est du pour ou contre. Conventionnel, en fait, ils vont chercher quelque chose de pas risqué et du coup que tout le monde peut comprendre, etc. D'un côté, c'est très positif parce que c'est facile de les comprendre, mais de l'autre côté, innovation, je sais pas. En France, on a beaucoup cet automatisme-là de dire oui mais, qui vient finalement de la scolarité, qui nous apprend finalement à réfléchir de cette manière-là, à réfléchir en thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'autres cultures, notamment les anglo-saxons. Moi, j'ai pu travailler avec des anglo-saxons qui aimaient bien d'une certaine manière qu'on ait ce côté oui mais, parce que ça permettait de mettre le doigt sur les potentiels problèmes, sur les choses qui pourraient arriver dans un projet par exemple, et au moins on avance en ayant conscience que y a des risques et que on peut chercher des solutions à l'avance à ces problèmes-là. La problématique en fait, c'est quand on se focalise trop sur le mais et qu'on oublie le oui. C'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout ce rapprochement en fait avec l'école ou avec le système de notation avec lequel on est. En fait, on n'a pas envie de se tromper. Je me souviens même qu'il y a des QCM en fait à points négatifs. Donc où il vaut mieux ne pas répondre à une question si on n'est pas sûr de sa réponse, plutôt que de dire ok, mon intuition me dit que c'est 80% de chance que c'est celle-là, donc j'y vais quoi. T'as raison, les points négatifs, ça c'est vraiment fait pour faire hésiter, pour se poser la question, est-ce que vraiment j'y vais ou j'y vais pas? Ah, c'est trop risqué, j'ai 20% de chance d'avoir un point négatif. Là, il y a autre chose qui arrive, c'est l'aversion à la perte. La version à la perte qui est en général plus importante que l'appât du gain. Et donc, on va forcément aller vers le fait de ne pas prendre de risques. Je pense également aux entrepreneurs un petit peu investisseurs qui vont lancer plusieurs entreprises, etc. L'avantage d'avoir ce mindset-là, c'est qu'ils vont stabiliser leurs investissements. Ils ne vont y aller que quand c'est sûr, etc. Enfin, là, c'est pas à ce moment-là que tu crées un fonds d'investissement et que tu fais des startups, quoi. Oui, il y a des postes dans l'entrepreneuriat qui sont très risqués. Les financements par exemple ou d'autres postes. De manière générale, c'est bien d'avoir la connaissance des risques. C'est juste qu'il ne faut pas que ça prenne le dessus. Comme on disait juste avant, dire oui mais systématiquement, on n'entend plus le oui, on n'entend que le mais. Et au final, surtout quand on est associé à la personne qui fait la proposition, finalement ça provoque une chose, c'est que les personnes n'ont plus envie de faire des nouvelles propositions. Excellente du coup transition parce que on peut du coup passer sur les contres. Et l'un des contres que j'avais mis, en fait, c'est la baisse de motivation de l'équipe, dans le sens où c'est du coup ça devient un environnement de travail négatif où personne ne peut rien proposer, où personne ne peut rien innover parce que il y aura un mais pour absolument tout. Quoi que je fasse, on me dira oui mais c'est pas assez bien, oui mais t'as oublié, oui mais machin, oui mais t'as pas pensé, au final je propose plus rien en fait. Et donc ça favorise l'immobilisme en fait dans l'entreprise. En fait il y a énormément d'entreprises, de grands groupes même, où
il y a une énorme inertie à la prise de décision parce que justement, à tous les étages, il y a des oui mais. Et au final, personne ne veut prendre la décision d'avancer. Et ça crée des cultures d'entreprise qui sont immobiles, quasiment. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est mon sentiment, c'est que aujourd'hui les grands groupes ne font plus vraiment d'innovation. En fait, ils attendent que des startups ou des petits entrepreneurs fassent l'innovation et qu'ils observent que ça marche, qu'ils essuient les pots cassés, qu'ils fassent faillite, machin. Et ce qui marche, en fait, je vais juste racheter ou recopier. Et puis finalement, sortir que ce qu'ils sont sûrs que ça va marcher, en fait. Tu as entièrement raison. En fait, aujourd'hui, le risque est déporté ailleurs. C'est-à-dire que finalement, en France en tout cas, et je pense que c'est comme ça dans pas mal de pays, mais en France, c'est beaucoup le cas. Et c'est même inclus dans l'état d'esprit des startups. En fait, la startup est un endroit pour tester des choses, pour prendre les risques, et derrière, une fois que c'est plus risqué, on se fait racheter. Alors, je caricature énormément, mais en France, on a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a peu de créateurs de startups qui créent une entreprise pour la durée. En général, c'est pour la revendre dès que la valorisation sera intéressante. Justement, je voulais aborder les notions de VUCA Bunny World. En fait, notre monde bouge très vite, c'est très concurrentiel. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles plateformes, des nouveaux trucs qui sortent tous les jours. Et pour rester au top de son marché, en fait, à un moment, il faut faire preuve d'innovation, faut y aller. Et avec ce frein de oui mais, en fait, ce qui se passe, c'est que côté entreprise, donc on disait, il n'y a plus vraiment d'innovation. Côté marketing, pareil, quand on a ce type de mentalité, ce type d'état d'esprit, on va rester, voilà. Et du coup, en fait, ils ratent beaucoup d'opportunités. Oui, effectivement, on est dans un monde actuellement où le risque est partout. C'est-à-dire que, comme tu dis, que ce soit Bunny ou que ce soit VUCA, derrière, il y a cette notion que le monde est incertain, qu'il bouge beaucoup, qu'il est volatile. Il y a beaucoup de termes comme ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera demain. Donc, il y a un risque inhérent à notre société d'aujourd'hui. Et donc, c'est impossible de prévoir tous les cas. Si on reste dans l'immobilisme, il y a plus de risques à rester dans cet immobilisme-là que de prendre des risques et en sortir. C'est assez paradoxal. Et le problème, c'est que ce risque à ne rien faire, souvent, en fait, il n'est pas compté dans les personnes qui disent le oui mais. En fait, le oui mais, il est associé à un risque à faire et on en oublie le risque à ne pas faire. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Donc maintenant qu'on a vu tous les pour et les contre liés en fait à cette posture oui mais, on va se poser la question de quelle est la difficulté derrière, notamment sur l'accompagnement, sur le fait d'être en capacité de travailler avec d'autres personnes pour avancer. Notamment, nous, ça nous arrive régulièrement. On coach des personnes sur leur business pour justement dépasser certaines problématiques et on est confronté justement de temps en temps à cette posture oui mais. Ça va amener à la première chose, c'est la personne qui n'écoute pas ce qu'on dit et qui n'en fait qu'à sa tête. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que nous, on est seulement coach. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la décision à la place du client. Au final, on a devoir de conseil et non pas, Exactement. On va pas gérer son business. Donc au final, nous, on dit voilà, je te préviens, voilà ce qui va se passer. La plupart du temps, ce qu'on dit se révèle d'être vrai. Et on a eu quelques clients comme ça qui sont revenus vers nous derrière en nous disant qu'ils auraient dû nous écouter et que ils s'en voulaient justement d'avoir eu cette posture oui mais et d'avoir choisi de nous écouter qu'à moitié parce qu'au final le résultat derrière n'était pas celui escompté. Après, il faut savoir que quand on donne un conseil et qu'on a ce type de posture, l'idée c'est de présenter, enfin dans notre rôle en fait c'est de présenter ce qui va se passer dans un chemin, ce qui va se passer dans l'autre. Exactement. Quels sont les risques en fait justement à ne pas suivre ce chemin, etc. Sauf que en fait la personne a des idées reçues où le rêve est plus grand parfois que ce qui est factuellement réalisable. Et donc au final, elle imagine un troisième scénario qui au final c'est rarement avéré réaliste. Exactement. Et puis l'autre cas, lors d'un coaching, c'est que si vraiment on a ce blocage-là du oui mais sans arrêt, la personne n'est pas coachable, tout simplement, parce qu'une séance de coaching se transforme en séance de négociation. Oui, c'est du débat, quoi. C'est ça, c'est du débat. Et notre boulot n'est pas forcément de convaincre aujourd'hui, notre boulot c'est d'éclairer. Et du coup, les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là choisissent de voir ce qu'ils ont envie de voir. Régulièrement, ça nous arrive lors de séances de découverte,
d'avoir des personnes qui viennent nous voir avec une posture justement oui mais, c'est-à-dire que dès qu'on va leur parler d'un sujet, on va avoir ce oui mais j'ai déjà essayé, ou oui mais moi en fait je veux pas fonctionner comme ça, oui mais. Derrière, effectivement, il y a une fragilité potentielle, il y a une hésitation, il y a une peur souvent sur l'avenir. C'est pas grave. C'est surtout qu'on l'adresse en fait pendant le coaching, voilà, quand la personne est disposée à en discuter. Exactement. Et dans ces cas-là, en fait, il y a deux possibilités pour moi. La première, c'est soit que la personne, à ce moment-là, était entre guillemets mal lunée, elle n'était pas en mesure d'accepter certaines choses. Donc si je repère ça, je propose en fait à la personne de s'arrêter là et de reprendre plus tard, à un moment où justement, peut-être plutôt que ce soit en fin de journée, que ce soit en début de journée, ou un moment où potentiellement elle sera plus apaisée et plus à même d'écouter, parce qu'au final, un oui mais c'est aussi une non-écoute de l'autre. Et soit on voit vraiment que c'est un sujet qui ne peut pas être débloqué, et là, en fait, je préfère la rediriger vers une personne qui saura d'abord débloquer ce sujet-là, indépendamment du reste. Parce que ce sujet-là sera le problème principal pour l'avancée de l'entreprise et de l'entrepreneur. Parfois, c'est même pas une question de personne, c'est aussi une question de... faut se confronter à la réalité, donc laisser la personne explorer, en fait, le chemin qu'elle a envie d'explorer. Moi, ça m'arrive parfois, je me souviens très bien de l'époque où je faisais des exercices de maths, etc., ou de physique, peu importe. Quand j'avais une idée en tête de la façon de résoudre, j'avais besoin de l'explorer, de savoir pourquoi est-ce que ça ne marchait pas en fait ma façon, avant d'accepter la solution qu'on me proposait comme étant la grande vérité quoi. Et du coup, j'allais te poser la question. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux entrepreneurs qui sont dans cette posture oui mais ou qui ne s'en rendent pas forcément compte pour justement progressivement améliorer les choses? Quand vous vous rendez compte en fait que vous êtes bloqué donc et que vous avez tout essayé ou vous pensez avoir tout essayé, dites-vous en fait, si je n'avais pas cette croyance, si c'était moi dans 5 ans, si c'était moi qui ai déjà réussi cette chose, si c'était moi dans 10 ans qui ai déjà explosé mon entreprise et qu'il y a tout qui marche comme je veux, comment j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais osé? Ou si ça avait été tel entrepreneur que j'admire et qui est très successful, etc., qu'est-ce qu'il aurait fait? Et en fait, quand vous vous rendez compte que les réponses, elles sont pas dans le champ des possibles que vous vous êtes accordé ou dans le champ des solutions que vous êtes accordé jusque-là, c'est que généralement, vous avez une posture oui mais sur ce sujet en tout cas. Si c'est pas sur tout, en tout cas, c'est sur ce sujet. Moi, justement, c'est un truc que je fais souvent, c'est quand je me retrouve bloquée sur une situation, je me demande, ok, moi dans 5 ans qui ai déjà débloqué ce problème et qui en a débloqué des centaines d'autres, comment je suis, comment je pense, et du coup, moi devant ce même problème, en fait, qu'est-ce que je ferais? Et souvent la réponse, elle est dans la liste des choses que je n'ai toujours pas faites. Sinon, demandez à quelqu'un d'autre, vous verrez, vous vous rendrez compte. Écoutez-vous en fait quand vous en parlez, si vous dites des oui mais. On se les pointe d'ailleurs nous-mêmes, les no oui mais. Quand tu en dis ou quand j'en dis, en fait, on se dit oui mais là, attention, là ça fait 3 fois que tu me dis mais, est-ce que tu cherches vraiment une solution ou pas quoi? Ça c'est la facilité quand on est deux, mais quand on est seul, il faut pouvoir le remarquer soi-même. Faut avoir un business buddy sinon. Ouais. Moi, un conseil que je peux donner déjà, c'est de changer son langage petit à petit. C'est de bannir le mot mais. Alors quand je dis bannir, c'est un grand mot, mais en tout cas... Ouais. D'essayer de dire un oui et plutôt que oui mais. Allez vous former à l'impro. En impro, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de dire mais, ça, du coup on cherche des et. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement, avant de penser au mais, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est vrai qu'on est formaté en France pour aller chercher des contre-exemples, pour aller chercher des cas qui ne marchent pas, etc. D'abord, se dire non, ça je le garde pour plus tard. D'abord, on va aller explorer le oui à fond. On va au bout des choses et on va peut-être aller très très loin, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Et là, en fait, on se rend compte que potentiellement, on va déjà trouver des solutions à certains mais avant même de les avoir exprimés. Donc ça, c'est une autre solution. C'est aussi parfois une aversion au risque, le mais. C'est mais si je supprime une offre ou si je n'utilise pas une de mes compétences, je vais rater un potentiel client. C'est une peur, une aversion de perdre justement ce potentiel client. Mais il faut aussi se demander qu'est-ce que je gagnerais si je faisais ça. Effectivement. Et explorer le et si à fond. Souvent, en fait, ça peut être tiens, si je supprimais cette offre, en fait, mes pitchs gagneraient en clarté. Et du coup, quand je pitch, je présenterai qu'une chose et du coup, les gens me connaîtraient pour cette chose et j'aurai plus de clients qui me sont envoyés en bouche à oreille pour cette chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de réfléchir toujours au risque à ne pas faire. C'est-à-dire que, il y a un oui mais, très bien. Donc, on peut très bien faire un tableau avec les pour et les contre et dans les pour, mettre en fait justement, si on le fait pas, qu'est-ce qui va se passer?
tester. Et explorer à fond la piste. Faut pas l'explorer à moitié, annoter les 3 premières idées. Il faut vraiment se projeter dedans, quoi. C'est ça. On va lister quelques exemples de postures Oui-mais où des entrepreneurs débutants peuvent être vraiment bloqués par rapport à ça. Le premier exemple, c'est par rapport à la prospection. On a énormément de personnes qui nous disent je sais qu'il faut faire de la prospection, mais je sais pas faire. Je sais pas faire, je n'ose pas. Du coup, pilier numéro 1 de la prospection, aller parler aux gens en direct. Exactement. Il y a plein de, comme je disais, de canaux. Ça peut être le téléphone, ça peut être l'email, bien sûr le MP sur les réseaux sociaux. Le téléphone et le MP, c'est très proche parce qu'on parle directement avec la personne. L'email, potentiellement, la personne peut ne jamais le lire, donc c'est moins intéressant. Et au final, il y a aussi tout simplement le porte-à-porte. Les gens me répondent pas. Ça ne marche pas. Je l'ai fait 3 fois. Ça ne marche pas. Oui, mais ça ne marche pas. Ou le pire des cas, c'est oui, mais si quelqu'un me dit non, en fait, je perds un client. Et du coup, au bout d'un moment, j'en aurai plus. Dans ces cas-là, en fait, on voit, c'est un vrai blocage. C'est une défense de la personne qui a peur finalement de plein de choses. Mais c'est surtout une activité qu'elle ne connaît pas. C'est une activité qui n'est pas connue. Et surtout, il y a ce côté complètement irrationnel sur le fait que non, en fait, c'est pas parce qu'il y a un client potentiel qui va dire non que ça va complètement bloquer le business, etc., etc. Ce client-là, pour votre information, dans 3 semaines, il vous aura oublié. Donc, dans 3 semaines, si votre pitch est meilleur et que vous le rappelez, c'est impossible qu'ils disent oui. Donc, en fait, vous n'allez pas être complètement éliminé parce que vous avez raté une fois un pitch et où vous avez obtenu un non. Et cette problématique-là, vraiment, est bloquante pour beaucoup d'entrepreneurs qui du coup ne passent pas à l'action parce qu'ils ont ce mais qui est complètement irrationnel. Moi, ce que je leur dis à ceux-là, c'est le non, en fait, tu l'as déjà. Toutes ces personnes à qui tu ne fais pas de proposition, c'est comme si tu avais déjà dit non. Donc, tout ce que tu peux faire, là, c'est d'aller changer la situation. Si tu leur parles pas, il va rien se passer. Ils vont jamais être clients chez toi. Ils vont pas te découvrir par magie juste parce que tu as créé ton cabis, quoi. Exactement, et c'est en fait justement, c'est la méthode qu'on disait tout à l'heure finalement, illustrée on calcule le risque à ne pas faire. Le risque à ne pas faire ici, c'est quoi ? Il est 1000 fois plus grand. C'est de ne pas faire de business tout court. C'est ça. Alors que le risque d'avoir un non, c'est d'avoir peut-être un non, mais potentiellement on va avoir dit oui à côté. En fait, si tu vas chercher 10 personnes, tu vas peut-être avoir 10 non, et puis ensuite tu vas en chercher 11, 12, et puis au bout d'un moment, tu auras un oui. Et ce oui, c'est ce qui va te donner des avis positifs, c'est ce qui va déclencher le bouche à oreille, c'est ce qui va, voilà. Mais si tu vas jamais chercher ces noms qui vont amener au oui, ces noms, en fait, potentiellement, à chaque fois que tu as un nom, tu t'es amélioré un petit peu dans ton pitch. À chaque fois que tu as eu un nom, tu as amélioré ta façon de présenter. À chaque fois que tu as eu un nom, tu as découvert une nouvelle objection que tu as appris à répondre ou que tu as adressée. Et du coup, c'est ces noms qui amènent ce oui. Exactement. Dans tous les cas, il y a un point qui est du côté du oui. C'est l'apprentissage. C'est le fait que dès lors qu'on privilégie le oui au mais, on sait qu'on va, dans tous les cas, retirer un apprentissage de ce qui va se passer. Et donc, les personnes qui sont dans la posture « oui, mais je n'ose pas »,« oui, mais plus tard »,« oui, mais je dois finir de développer mon produit »,« oui, mais voilà », tous les « oui, mais » possibles pour ne pas faire, au final, ils débloqueront ce problème, en fait, le jour où ils se décideront à le faire. Tout simplement. Ça. Et même un commercial ne pourra jamais vendre votre produit mieux que vous parce que vous avez besoin de connaître votre client pour pouvoir développer le meilleur produit pour lui proposer le meilleur service, etc. Ce n'est que si vous arrivez à vendre, en fait, qu'un commercial arrivera à vendre pour vous. Alors un autre exemple qui est typique sur l'entrepreneur débutant, notamment dans le service, c'est le fait si on leur dit qu'il va falloir mieux cibler, avoir une cible plus précise, souvent c'est un blocage. Ils disent oui, mais je m'intéresse à tout le monde, je vends pour tout le monde, n'importe qui peut acheter mon offre, ça c'est un énorme piège. Parce que effectivement, eux ce qu'ils voient c'est une perte potentielle de marché en ciblant, alors que ce n'est pas la réalité. C'est pas qu'une question de cibler des personnes ou des personas, mais il y a ce cas-là. Il y a aussi le cas de cibler les compétences. Un coach a beaucoup d'outils de coaching et peut adresser beaucoup de personnes. Il peut adresser des particuliers, des professionnels, etc., etc. Nous, on a décidé par exemple d'adresser que les entrepreneurs. On n'adresse pas tous les profils. Du coup, on va utiliser qu'une partie de nos outils. Il y en a qui vont choisir, par exemple, j'en sais rien, on peut aussi parler de développement informatique, on peut parler de beaucoup de secteurs en fait. Du développement, oui, un développeur, une fois qu'il a compris les concepts de l'algorithmique et un langage, en fait, il est capable de s'adapter à tout autre langage, il peut se former rapidement. Mais ça veut pas dire qu'il faut aller chercher tous les projets informatiques existants de cette planète. Il faut aussi choisir, en fait, est-ce que je fais du site web, des applications, des gros projets pour des entreprises. Dans ce cas-là, je réponds à des appels d'offres, enfin. Exactement. En fait, une offre, ça se construit. De la même manière que dans une formation, par exemple, on choisit ce qu'on met dans cette formation et on délivre
pas tout le savoir comme ça en vrac, parce que il y a un parcours pédagogique, il y a une logique derrière, et si on en dit trop, finalement le savoir ne rentre pas, ne s'ancre pas. Un programme d'une formation, justement, c'est limité pour pouvoir être intéressant. Imaginons par exemple un photographe qui se spécialise justement dans les nouveau-nés. Il va se spécialiser là-dedans, il va avoir un super compte Instagram avec des parents, des bébés, etc., etc. Donc toute personne en fait qui vient d'avoir un bébé va taper photographe bébé dans Google ou dans Instagram ou autre chose et il va tomber là-dessus. Alors que à côté un autre photographe qui sait tout aussi bien manier les mêmes appareils photo, qui sait tout aussi bien faire en intérieur, extérieur, machin, enfin il sait tout faire, toutes les compétences que l'autre a, qui aura choisi de faire et les mariages, et les naissances, et les baptêmes, et les anniversaires, et nanana, en fait quand on va chercher photographe bébé, en fait on va pas tomber dessus. Exactement. Et idem, quand on va chercher photographie mariage, on va trouver le photographe mariage qui est spécialisé, et puis on va aller chercher celui dont les photos nous plaisent le plus. Alors que, au même moment, le photographe bébé, en fait, il sait photographier un mariage. Sauf que, en fait, il va tellement faire de photos sur sa spécialité qu'il va devenir génial dedans. Il va avoir des profils et un portfolio qui est tellement magnifique sur le sujet que les gens auront envie de travailler avec lui. Exactement, parfois il faut abandonner certaines choses pour avancer. De manière générale, pour résumer, donc souvent il y a des oui mais pour le fait de choisir une niche plutôt que d'avoir une cible très large, alors qu'en réalité quand on choisit une niche en général on fait beaucoup plus d'affaires que quand on s'adresse à tout le monde. Quand on construit son offre, pareil, on veut tout mettre dedans, alors que potentiellement quelque chose qui est très simple sera beaucoup plus vendu et simple à vendre. Et de manière générale, les compétences qu'on a, il faut aussi faire des choix sur ce qu'on met en avant, sur ce qu'on utilise. Et tout ça, ça amène plus de résultats. Mais pour être capable de l'entendre, il faut dépasser le oui mais. Tout à fait. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des cas comme ça de oui mais, que ce soit sur vous, ou si vous en rendez compte, ou sur des personnes avec qui vous travaillez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez en discuter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Merci. À bientôt. bientôt.